Non, professeur Kayat, je vous demande aussi de réagir à ce film. Tout à l'heure, en coulisses, vous discutiez avec certains des intervenants de la table ronde de tout à l'heure et vous disiez que vous, finalement, dans l'exercice de votre travail, vous avez peut-être, je ne sais pas si on dit accompagné ou vu ou été témoin de la mort de peut-être 15 000 personnes. Et en fait, je voulais vous poser une question, c'est... Et la première fois, vous, professeur, que vous avez été confronté à une fin de vie, vous deviez être très jeune, et vous aviez parfaitement conscience de ce qui était en train de se passer, de comment un médecin devait réagir, ou bien justement, avez-vous fait un apprentissage, vous aussi, toutes ces années, avec vos collègues, les infirmiers, les infirmières? Racontez-nous aussi un petit peu ce que vous ressentez et ce que vous avez eu à travailler comme idée autour de cette fin de vie. Donc, voilà. Effectivement, tout à l'heure, dans la salle de repos, lorsque nous discutions de tout ça, j'ai dit d'abord que lorsque vous m'avez demandé de participer à cette manifestation, et je vous en remercie tous, et notamment Monsieur le maire, vous m'avez dit quel sujet voulez-vous traiter, est-ce que vous voulez parler de l'euthanasie, de la mort, et j'ai dit non, je préférais plutôt parler du droit à l'espoir et de le confronter à ce droit à la vérité. Mais puisque vous m'obligez à réagir à ce film très intéressant et à tout ce qui vient d'être dit, d'abord et avant tout, n'attendez pas de moi aujourd'hui, après 30 ans de cancérologie, plus de 21 ans, 22 ans de direction d'un des grands services de cancérologie français à la Pitié-Salpêtrière, n'attendez pas de moi de vous donner aujourd'hui des recettes. N'attendez pas de moi aujourd'hui de théoriser sur ce qui est ma pratique au quotidien depuis plus de 30 ans. Parce que on peut réfléchir à ces fins de vie, on peut réfléchir au droit à l'euthanasie, au droit à la dignité en fin de vie. Malheureusement, en ce qui me concerne, c'est pas une réflexion, c'est une action, c'est simplement ma vie de tous les jours depuis plus de 30 ans. Je vis avec des gens qui meurent, je pars tous les matins au travail en me disant que je vais voir mourir des gens. Et la première chose que je fais pratiquement tous les matins quand j'arrive dans mon bureau, c'est de faire des mots de condoléances pour les familles de ceux qui sont morts la veille dans mon service. Depuis 30 ans, j'accompagne ces gens. La mort, c'est un mot. Pour moi, ce sont des regards. Ce sont des silences, ce sont des gens que je ne verrai plus et que j'ai vus pourtant pendant des mois et des mois pour les avoir accompagnés dans leur combat. Et finalement, plus l'expérience est grande, plus je vieillis et plus je me dis qu'il n'y a pas de recette et que la seule vraie recette, c'est de ne pas en avoir. C'est de ne pas rentrer dans une relation avec un malade, que ce soit au début du combat qui va être le sien ou que ce soit à la fin, dans ces derniers instants, avec l'idée qu'il faille faire ceci ou qu'il faille s'interdire de faire cela. Car toutes ces situations, car toutes ces personnes sont différentes. Maintenant, si je devais apporter une petite contribution à ce qui vient d'être dit, c'est de dire qu'en fait, bravo d'avoir simplifié, d'avoir justement, c'est le propre de la réflexion, c'est de faire une typologie des situations, mais en réalité, c'est d'une telle complexité, tout ce qui se passe dans ces situations de fin de vie, où se pose la question de la dignité, se pose la question de l'euthanasie, c'est d'une telle complexité que dans la pratique au quotidien, on ne peut pas arriver à quelque chose de simplifié. Et c'est ce que je dis à tous les jeunes. Je suis professeur à Pierre et Marie Curie, même je suis professeur à Houston, donc j'enseigne, moi. Mon métier, c'est d'enseigner, c'est de soigner, mais c'est aussi d'enseigner. C'est ça la différence entre un professeur et un docteur. Moi, je suis docteur en médecine. Mon métier, c'est de soigner des gens, mais je suis professeur, donc j'enseigne comment soigner des gens. Et en cancérologie, le soin va jusqu'à la mort. Donc, j'enseigne aussi comment traiter ce problème. Et je vais vous dire, si on devait aujourd'hui faire une matinée, une journée, une semaine entière autour de discussions sur ces problématiques, il faudrait rentrer dans cette complexité, oser rentrer dans cette complexité du réel. Et là, on va voir qu'en fait, quand on parle d'euthanasie, de fin de vie, de dignité, de soins palliatifs, en réalité, il y a 4 acteurs aujourd'hui, et il n'y en a plus un seul comme c'était le cas quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, il n'y avait qu'un acteur, c'était le médecin. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de malade. Il n'y avait que des maladies. Nous ne traitions pas M. Dupont, nous traitions le cancer de M. Dupont. Et donc, la société n'intervenait pas, car tout ça se passait dans le fond du couloir, dans des vieux hôpitaux qui catégorisaient comme des centres de traitement du cancer. Il n'y avait pas la société et la famille n'osait pas prendre parti face à la puissance, l'omnipuissance de ces médecins
qui pratiquaient dans ces années-là, dans la fin des années 70 quand j'ai commencé. Donc il n'y avait qu'un acteur, le médecin. Le malade n'existait pas, la famille n'existait pas, la société ne parlait pas. Et là, effectivement, dans cette omnipuissance, tout devenait possible, notamment dans le silence de la société, dans le silence du juridique, et on a vu toutes les formes d'abus dans un sens ou dans l'autre. Ceux qui croyaient à la rédemption par la douleur et qui laissaient souffrir les malades, qui hurlaient dans ces chambres qu'on avait mis au fond des couloirs, justement, pour arrêter d'entendre ces hurlements, parce que avant Kouchner, on n'avait pas le droit d'utiliser suffisamment la morphine et les calmants, et quand vous parliez de souffrance, moi, ce mot, pour moi, c'est encore des hurlements dans ma tête. Il n'y avait pas, naturellement, la société, il n'y avait pas, par ce silence juridique, et il n'y avait pas, et même, plus que ça, cette hypocrisie qui a amené la société à ne pas réfléchir sur la réalité de ces situations, et la famille, encore une fois, n'existait pas. Aujourd'hui, tout ça a changé. Derrière la maladie, il y a un malade, et aujourd'hui, grâce au plan cancer en France notamment, il y a non seulement un malade derrière la maladie, mais il y a un citoyen, il y a un être humain derrière le malade. La maladie ne peut résumer un être humain, et avec la guérison qui apparaît de plus en plus fréquemment aujourd'hui pour la plupart des malades atteints de cancer en France, il y a le retour nécessaire à prévoir, à programmer, à anticiper de ces malades vers une pleine citoyenneté. Car à quoi ça sert de guérir quelqu'un s'il n'est plus jamais quelqu'un ? D'accord ? Donc nous avons en face de nous un vrai malade. Et ce vrai malade, attention à simplifier son propos. À croire quand il vous dit moi je compte sur vous si un jour il n'y a plus d'espoir, si un jour c'est fini, j'espère que vous m'aiderez. Et bien sûr la réponse dans son humanité nécessaire, c'est bien sûr je serai là. Mais quand le moment arrive de la mort, je peux vous affirmer, pour l'avoir vu tant de fois, combien de fois ces gens-là n'évoquent plus jamais le problème de est-ce que vous allez m'aider, parce que c'est m'aider demain. C'est pas m'aider dans une vision comme ça théorique d'un jour, quand le jour viendra. Non, le jour est venu, c'est là. Et là la question ne se pose plus. Donc attention de s'engager et de ne pas écouter. Un homme peut être différent un lundi, un mardi, il peut être différent au début du diagnostic et à la fin du combat. Et donc respecter un homme, c'est respecter cet homme ou cette femme qu'il peut être à n'importe quel moment de sa vie et ne pas lui imposer d'être toujours le même. Deuxièmement, il y a la famille. Je finirai sur le médecin, car c'est un problème qu'on aborde trop rarement à mon avis. Il y a la famille. Moi, des anecdotes, et je comptais vous parler d'anecdotes pour vous parler du droit à l'espoir et du droit à la vérité, mais combien... Vous nous en parlerez juste après. Hein. Dans un ordre un peu étrange, voilà. Mais qu'importe, on commence par la fin de l'histoire. Mais donc, la famille. La famille, moi j'ai des anecdotes, notamment je me rappelle parfaitement cette jeune femme très jeune, elle avait 42 ans avec un cancer du poumon généralisé, et nous étions en fin de vie à l'évidence, nous étions à quelques jours de sa mort, sous morphine et à domicile, et le mari m'appelle et me dit « mais je vous en supplie, battez-vous, donnez-nous encore une nouvelle molécule, etc. » Et c'est ce que je faisais, mais dans la logique, enfin dans ce qui pouvait être acceptable humainement. Il ne s'agissait pas de faire de l'acharnement thérapeutique. Et puis un jour, étrangement, ce monsieur m'appelle et me dit « écoutez, la pauvre, elle souffre trop, il y en a assez. Vous m'avez promis un jour de venir l'aider, est-ce que vous pouvez venir ce soir pour arrêter tout ça ?» Et je lui dis « ah bon, mais qu'est-ce qui a changé par rapport à avant-hier ?» et tout. Il me dit « mais entre-temps, elle a fait son testament, elle a tout laissé à ses enfants. Moi, j'ai rien, voilà, quoi, il y en a marre. » Donc, ce monsieur, j'ai réussi à le faire parler, mais combien d'autres fois j'ai senti que les problèmes dont il s'agissait étaient de cette nature et pas du tout d'une nature humaine. Naturellement, je vous laisse deviner ce que j'ai fait, ou plutôt ce que je n'ai pas fait. Ensuite, il y a la société. Et posez-vous la question, notamment plus moi qui suis trop vieux aujourd'hui, mais tous les jeunes qui sont peut-être dans cette salle, on ne vous voit pas, mais enfin on imagine que vous êtes là, posez-vous la question de ce que sera, de où viendra le pouvoir dans ces problématiques de décision de fin de vie. Aujourd'hui, le pouvoir, il est entre les mains de médecins et de familles et de malades, les trois premiers acteurs. Mais demain, il sera peut-être aussi avec l'intrusion de la société qui fera les choix, et peut-être les choix pour nous. Parce que dans la vie qui se prolonge, il y a la notion d'utilité qui apparaît de plus en plus. On a dit c'est quoi la dignité, vous l'avez remarquablement dit, c'est ce qui n'est pas l'indignité justement, mais il y a à un moment donné pour la société la notion d'utilité, et c'est terrible la notion d'utilité, c'est quelque part en rapport avec l'idée du coût de la vie, mais pas du coût de la vie pour combien ça coûte de manger, de payer son loyer, les économistes, le coût combien coûte une vie qu'on pourrait sauver ou qu'on ne sauvera pas parce que ça coûte trop cher. Eh bien prolonger la vie ça coûte cher. Ça coûte cher et ça donne l'impression que ça n'est pas utile, parce que celui dont on prolonge la vie ne produit pas de PIB. Il ne participe pas à la croissance.
Et donc, il y a cette notion d'utilité qui intervient de plus en plus dans la gestion de nos hôpitaux, dans la gestion des problématiques d'économie de santé. Et elle est effrayante, cette notion. Et je vous en supplie, ceux qui demain se battront pour une société plus humaine, n'oubliez jamais ce phénomène qui petit à petit s'introduit dans nos problématiques de réflexion. Et je voudrais finir, parce que ce n'était pas l'objet de ce que je comptais vous traiter ce matin, mais finir sur le quatrième acteur. Ne l'oubliez pas, d'abord parce que je le représente, c'est le soignant. Par soignant, j'entends bien évidemment le médecin, mais j'entends derrière lui toute l'équipe soignante, les infirmières, les aides-soignantes, les agents hospitaliers, les internes, les externes, enfin, etc., toute l'équipe. Parce que ces situations de fin de vie sont en même temps, pour cette équipe médicale, pour le médecin, à la fois une immense occasion de montrer son humanité, c'est une fantastique nécessité de montrer son humanité, car si elle ne se montre pas là, il est inutile d'essayer de la montrer ailleurs. Et dans justement la rupture de ce rapport écrasant, ce rapport typiquement hospitalier, qui est un rapport perpendiculaire entre un malade debout, bien habillé, lavé, qui sait, et un malade couché, à moitié nu, sale, et qui ne sait rien. Et ce rapport qui a dominé la pratique médicale pendant tant d'années dans notre pays doit disparaître. Il faut savoir s'asseoir à côté d'un malade sur le lit, rompre ce rapport. Et c'est un sujet que j'ai traité dans un de mes romans. Vous avez parlé de mes livres sur le régime, etc. Mais j'ai écrit un certain nombre de romans. À chaque fois, il y avait une idée sous-jacente à ces romans, et ça, c'est le coffre aux âmes, où la question qui est posée, c'est est-ce que finalement, quand on s'assoit sur le bord d'un lit d'un malade qui va mourir, par exemple, et qu'on lui prend la main, est-ce que c'est un acte médical ? C'est une vraie question. Est-ce que c'est un acte médical ? Et je vous pose la question, et je pense qu'il convient non seulement que vous réfléchissiez à cette question, mais c'est une question à laquelle je demande à tous mes collaborateurs de réfléchir chaque jour. Et je pense que c'est un acte médical. Parce qu'à partir du moment où vous avez accepté l'idée que vous ne traitiez plus des maladies, mais vous traitiez des hommes malades ou des femmes malades, prendre la main de quelqu'un, c'est aussi un acte médical. Et même s'il ne coûte rien en termes de médicaments, en termes de seringues, en termes de compresses, en termes de désinfectants, en termes de scopes, de tout ce que vous voulez, il coûte beaucoup en termes d'énergie. Et la question qui est posée quand on va au bout de cette réalité nécessaire, encore une fois, d'humanité, encore plus vraie, encore plus grande, encore plus prégnante dans ces moments de fin de vie, eh bien, il y a forcément la notion de souffrance pour le médecin. Et je disais tout à l'heure, un journaliste il y a quelques jours m'a dit mais enfin la mort, vous avez vu, vous parlez toujours, vous traitez plus le cancer à votre niveau, vous traitiez la mort. C'est vrai que, comme je disais, avec la notoriété ne viennent plus les petits cancers. Les petits cancers ne viennent plus me voir, je ne vois pratiquement plus que des cas désespérés. Et donc c'est vrai que j'ai le sentiment parfois de ne plus être un médecin contre le cancer, mais un médecin contre la mort. J'ai vu mourir, c'est vrai, il m'a dit mais combien avez-vous vu mourir de personnes dans votre vie ? J'ai fait un calcul assez macabre, mais je pense que j'ai vu disparaître entre 10 et 15 000 personnes dans ma vie. Et ces 10 à 15 000 personnes, c'est 10 à 15 000 regards. C'est 10 à 15 000 fois le sentiment d'échec de ne pas y être arrivé. Donc pensez aussi à cette souffrance-là et ne rentrez pas dans une relation avec un malade en vous disant je vais faire ça, je vais... Non, chaque instant de votre vie et de la vie que vous menez avec ce patient et avec sa famille dans la société, donc je mélange les 4 acteurs dont j'ai parlé, chaque instant sera différent de l'instant d'avant et de l'instant d'après. Ce qui apparaît juste à un moment ne peut ne plus l'être l'instant d'après et vice-versa. Donc surtout, n'oublions jamais, nous médecins, nous soignants, que la médecine c'est le service aux malades. Et le service aux malades, c'est d'abord d'écouter, de sentir, et je rejoins ce que vous avez dit, n'écoutons pas que les mots. Il faut savoir écouter, il faut savoir regarder la trace de transpiration qui reste des mains de nos malades lorsqu'ils les posent sur mon bureau. Il faut savoir regarder toutes ces chemises neuves où on voit encore l'épingle de la chemise, le trou de l'épingle, parce que ces gens-là sont dans une situation de respect énorme vis-à-vis du professeur qu'ils viennent voir. Il faut regarder tout ça. Et tout ça, c'est des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'anecdotes aujourd'hui, de situations que j'ai vécues et qui m'apprennent juste à une chose, jamais de recette. Merci.